Pour illustrer tout ça, je vais me baser sur du concret, donc un retour d'expérience. Un retour d'expérience d'une mise en place d'Amazon Web Services. Le terme mise en place d'Amazon Web Services, il peut en faire sourire certains, je vais y revenir. C'est une expérience donc, qui a duré 7 mois chez un grand groupe de médias français, un groupe audiovisuel que je n'ai pas le droit de citer, malheureusement. Pour donner quelques chiffres, en termes d'infrastructure, il y a 1600 serveurs, dont 800 VM, ça c'était l'historique. C'est un groupe d'un peu plus de 5000 salariés et une DSI de 400 personnes. Pendant ces 7 mois, nous avons mené 2 projets. Un premier projet donc purement fonctionnel qui était la refonte de la plateforme de web service VOD, donc passer d'un logiciel on-premise sur une plateforme microservice Amazon, et en parallèle, très important, et nous y reviendrons, la partie automatisation des déploiements. Auparavant, les déploiements étaient réalisés à la main par des équipes, mais il n'y avait rien d'automatisé. Donc les objectifs, coquille de slide. Les objectifs, pour la partie automatisation des déploiements, c'était fluidifier les mises en production. On va y revenir, c'était une vraie douleur. Et aussi sécuriser et industrialiser les déploiements. Et éviter, on fait une opération sur une plateforme ISOPROD, et puis on refait une opération mais manuelle sur la prod, on a un écart, puisque c'est pas la même personne qui l'a fait, c'est dommage. Sur l'aspect plus fonctionnel, je ne vais pas m'y attarder, mais il y avait supprimer les coûts de licence, puisqu'on était sur un logiciel Oracle, et passer sur une architecture scalable microservice. Si on fait un focus schématique sur l'organisation, niveau DSI, on trouve 2 entités, donc direction du développement, avec différents streams projets fonctionnels, et en face, une direction de l'exploitation. La direction de l'exploitation, elle a 2 rôles principaux. Le premier, c'est de faire l'évolution des infrastructures, donc mettre à jour les baies de stockage, mettre à jour les licences, les OS, ainsi de suite. La partie réseau, qui est très importante, les composants de sécurité, firewall, IDS et autres. Et surtout la partie maintien des services. Maintien des services, c'est tout simplement s'assurer que 24/7, les services sont bien là, les flux télé sont bien disponibles et servis. Quand on creuse un peu plus loin, on met des rôles dans ces box. Donc côté développement, on a des développeurs, des architectes, un chef de projet. Et côté direction d'exploitation, on a des personnes qui sont chargées de revoir l'ensemble des tickets de mise en prod qui ont été planifiés, avec en face éventuellement un architecte, et puis des administrateurs système qui étaient les seuls à se connecter au serveur. Quand on voit ce flux de la mise en prod qui a été initié à la mise en prod réalisée, on est assez content puisqu'on se rend compte qu'on a un 1000 feuilles, enfin plutôt un 4 feuilles. On est très éloigné entre la personne qui a fait la fonctionnalité et la personne qui la met derrière. Et surtout, on a 2 à 3 semaines pour une mise en production. Le comité MEP se réunit 1 fois par semaine. Et les personnes qui font la mise en prod font aussi l'accidentologie. Donc on comprend bien que c'est assez difficile de planifier les opérations. Donc ça, on veut le changer. On a changé en 7 mois. En 7 mois, on a fait une vraie mise en place d'Amazon. Le terme mise en place, j'y reviens. Je l'oppose à tout ce qui est Shadow IT. C'est-à-dire que vous, en tant que grosse entreprise, vous vous dites sans doute que vous n'avez pas d'Amazon. Le Shadow IT, c'est quand la DSI n'est pas au courant que fonctionnellement, il y a des chefs de projet, il y a des directeurs de programme qui ont rentré leur carte bleue sur Amazon, qui font des notes de frais tous les mois. Et derrière, sur Amazon, on peut avoir quelques composants de production qui tournent, s'ils ne sont pas intégrés avec le reste, des environnements de dev, des environnements de test. Le problème, c'est lorsque le petit voisin a aussi son compte Amazon et décide de s'interconnecter avec le voisin A, ou, et là on commence vraiment à rigoler, à s'interconnecter avec l'infrastructure on-premise. D'accord ? Là se posent les questions, les flux, par quoi va-t-on passer ? Quels sont les équipements de sécurité ? Quelles sont la garantie de service que l'on va mettre derrière ? Donc nous, ce qu'on dit, c'est que le Shadow IT, il y en a, et il traduit le fait que la DSI n'apporte pas les réponses pertinentes auprès des équipes fonctionnelles. Pour combattre le Shadow IT, ce qu'on a fait, on a fait une analyse donc, sur 3 grands volets, financier, technique, organisationnel. Ce n'est pas la peine de vous abîmer les yeux à chercher à lire ça, puisqu'on va y revenir, c'est le but de la présentation. Donc la première partie, c'est la partie financière. La partie financière, c'est vraiment étudier quel est le fonctionnement au sein de votre entreprise, typiquement un budget projet, est-ce qu'il peut s'étendre entre différentes entités? Est-ce que sur le même budget projet, on peut imputer côté développement au côté opération? Comment va-t-on ventiler les coûts? Aujourd'hui, il est très difficile pour une DSI, dans la partie opération, de dire j'ai une infrastructure avec 1000 serveurs, sur mes 1000 serveurs, j'ai tel projet qui me coûte 50 serveurs et tel autre projet qui me coûte 50 serveurs. Bien souvent, tout est noyé. C'est très difficile d'avoir cette vision.
Le cloud permet de l'avoir, d'accord, et il faut le mettre en place. Lorsqu'on répond à ces questions, derrière, on arrive à une modélisation des tenantes. Pour rappel, les tenantes sur Amazon, ce sont schématiquement des comptes cloisonnés dans lesquels on va créer des ressources, donc des comptes utilisateurs, des VM, des subnets. Dans notre cas, la modélisation de tenante que nous avons retenue, c'était la suivante, c'est-à-dire un tenant par projet, dans lequel on va retrouver les environnements de développement et de test. Au-dessus, un tenant opération mutualisée, donc c'est là où va y avoir toute la production. On va notamment retrouver la partie infrastructure. Il y a toujours des éléments d'infrastructure qui doivent être servis sur tous les espaces projets, les serveurs DNS, la métrologie, la supervision, les logs, le déploiement. Et puis tout ça, tous ces tenantes sont vus comme par un tenant de chapeau pour le paiement consolidé. D'accord ? Cette architecture, elle tient à partir du moment où on a une politique de tag spécifique. Donc savoir si on parle de prod, de coprod, savoir si on parle du projet A, du projet B. Et derrière, ça impose d'avoir un suivi, puisque sur Amazon, on paye au mois, mis à part les instances réservées, mais bon, je ne vais pas y revenir. Quand on rentre sur le volet technique, un des premiers items à traiter, c'est la gestion des identités. Je trouve que c'est toujours assez fascinant de voir les grosses entreprises, les moyens qu'elles ont mis en œuvre pour avoir une infrastructure Active Directory aux petits oignons. On a de la réplication dans tous les sens, on a un process entrée-sortie des personnes, tout est très léché. Et puis lorsqu'elles se lancent sur Amazon, eh ben les comptes ils sont créés à la main. Et là, on se dit, il y a un gros problème. Pour combattre ce phénomène, il y a deux approches. Le premier, c'est d'avoir, niveau A, on va dire, une synchronisation des référentiels. On va typiquement avoir un batch qui, tous les jours, va tourner, va se connecter à l'AD, et puis va faire une propagation pour recréer les comptes sur Amazon et supprimer les comptes sur Amazon pour les personnes qui sont sorties. Ou niveau 2, et là, c'est le mode grand luxe, mais ça a un intérêt, c'est d'avoir une fédération des utilisateurs, autrement appelée single sign-on, où on va mettre en place de l'active de la DFS. Et les personnes se connecteront via leur compte AD sur la console Amazon. Un sujet qui est crucial et qui a traité dès le début, c'est la stratégie réseau et exposition publique des services. Alors là, pour aboutir à ce schéma, il y a des heures et des heures de discussion entre les équipes sécurité et les équipes N3 réseau. Les questions qu'on va devoir répondre sont l'interconnexion entre mon cloud et mon infrastructure on-premise, par où je vais la faire passer? Est-ce que je passe juste par Internet, mais j'ai aucune garantie? Est-ce qu'on va mettre en place du VPN, peut-être juste sur tout ce qui n'est pas production? Est-ce qu'on va mettre en place des liens dédiés? Si oui, les liens dédiés, il faut trouver les opérateurs, il faut signer les contrats sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Les liens, est-ce qu'on les redonde? Est-ce qu'on met des poids sur ces liens? Ainsi de suite. Autre question, les équipements de sécurité. Les firewalls, je les mets où? Je les mets sur la prod, mais dans ce cas-là, quid de la volumétrie? Est-ce que ces équipements sont prêts à encaisser 400 gigabits seconde sur certains flux? Ou est-ce que je les mets juste sur la coprod? Et enfin, l'exposition publique. Si je suis une entreprise qui a mis en place du peering avec des FAI, c'est peut-être pas intéressant d'autoriser à servir les flux directement depuis le cloud Amazon, là où je investis, je souhaite capitaliser sur mes tuyaux. Dans ce cas-là, on arrive à ce schéma. C'est-à-dire que la production Amazon ne sert pas directement de flux depuis l'infra Amazon. On repasse par le hub réseau corporate. Supervision et suivi des indicateurs. Au début de ces deux projets, la supervision, c'était quelque chose d'assez simple. C'était un back-end de supervision dans lequel les administrateurs système, qui lorsqu'ils font une mise en production, créent les nouveaux checks de service. Donc ils se connectent sur un Centrion et ils configurent ça. Nous, derrière, avec le sujet automatisation des déploiements, qui dit automatisation des déploiements dit aussi automatisation de la supervision. C'est-à-dire que chaque outil arrive avec un rôle. Typiquement, je suis un serveur web. Étant un serveur web, j'ai besoin de superviser le fait que mon process à page tourne bien. Ou Nginx ou autre. Même chose pour les bases et ainsi de suite. Du coup, pour mettre en place cette notion d'automatisation de la sup, on a créé différentes briques qui sont locales, mais il y a toujours le besoin d'avoir une vue, on va dire fonctionnelle, avec des maps fonctionnelles qui consolident toutes ces informations. Donc on a dû faire ce travail-là. On retrouve la même chose sur la partie suivi des indicateurs. Les indicateurs qui soient purement techniques, donc tout ce qui est disque, RAM, CPU, réseau, mais aussi métier. Savoir que j'ai fait tant de ventes, tant de consommation VOD. Ou à mi-chemin, savoir que j'ai tant de requêtes HTTP 200 qui sont passées ou des erreurs 500. Même approche, on a différents back-ends et on a une visualisation consolidée avec des dashboards. Sujet automatisation des déploiements, qui était un très grosse partie. Donc, comme je l'ai dit, jusqu'à ce que ce projet soit réalisé, les mises en prod étaient réalisées à la main, via des procédures. Des procédures qui, certaines, font 50 pages.
Donc là, nous, ce qu'on a décidé, c'est de mettre en place un assemblage de briques open source. Donc on retrouve différents niveaux. Ce projet était assez ambitieux, puisque l'idée, c'était d'automatiser les déploiements sur différents environnements. Quand je parle d'environnement, je parle de créer, faire du déploiement sur des machines physiques. Donc on a quand même adressé le déploiement de 120 serveurs physiques avec cette solution. D'avoir le même process, les mêmes outils pour le déploiement sur du cloud, en l'occurrence Amazon, mais il était, et c'était dans le cahier des charges, il était nécessaire de pouvoir déployer sur d'autres clouds, et aussi sur du VMware. Au-dessus, on trouve une partie provisioning, donc via SoulStack, la notion de fabrique, j'y reviendrai, et en termes d'interface, tout se faisait via du Jenkins. On est dans une pure logique d'infrastructure as code, puisque le composant fabrique donc fait la gestion d'environnement. C'est-à-dire que les environnements sont décrits dans des fichiers texte, type YAML, qui peuvent faire appel à des moteurs de template. Et typiquement, on a une plateforme de prod et une plateforme de coprod, c'est exactement le même template. Il y a juste un préfixe qui change au niveau DNS et préfixe des machines, qui dit je suis en prod ou je ne suis pas en prod. D'accord ? Donc tout ça a été versionné dans des répertoires Git. Les projets ont aussi mené à une rupture en termes d'outils de communication. Ça peut prêter à sourire, surtout dans le monde WeScale Xebia, mais c'est vrai que les outils de com, c'était du mail, du bon vieux mail, et derrière des outils de ticketing ITSM. ITSM, c'est un grand mot, au final, c'était un mantis qui tournait derrière, donc ça paraissait assez antédiluvien. À l'issue de ça, ces outils existaient toujours, mais il y a une vraie rupture dans le sens où les équipes projets et les équipes DevOps, je vais revenir en termes d'orga, échanger principalement via des outils de communication instantanée. Donc on avait une room DevOps pour toute l'équipe DevOps et derrière une room DevOps par projet. D'accord ? Donc en temps réel, on pouvait investiguer lorsqu'il y avait des problèmes liés à une production ou un bug qui était remonté. Ça a été aussi l'occasion de revoir le rôle du pôle sécurité. Avant ces projets, le pôle sécurité, il n'avait qu'une seule activité, c'était d'émettre des bonnes pratiques, des recommandations, faire signer des chartes de je m'engage à ne pas utiliser les ressources informatiques de l'entreprise pour porter atteinte à l'entreprise. Très bien. En mettant en place la partie automatisation des déploiements, le pôle sécurité a vraiment gagné sur la partie opérationnelle. Et il avait deux rôles. Premier rôle vraiment sur le cloud qui était de être garant que mon cloud n'est pas détérioré, donc réaliser des audits, réaliser des tests de pénétration, scanner les repos Git pour s'assurer que sur les repos Git, il n'y avait pas les access keys, secret keys Amazon qui traînent, ça arrive bien souvent. Et derrière, au niveau DevOps, toute une partie implémentation bonne pratique de sécurité. Donc c'est un sujet durcissement d'OS. S'assurer que sur tous les serveurs déployés, j'ai bien un IP table qui est activé, j'ai ma conf sudo qui soit correcte. Et derrière, via l'outil de déploiement, déployer aussi les scripts qui permettent de s'assurer que les machines dans le temps ne dérivent pas. Donc sur la partie sécurité, il y a eu un gros gain mené par ces projets. Avant de conclure, et c'est le principal, la partie donc là, sans DevOps, c'est le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure, où on retrouve notre millefeuille. Au final, en termes d'orgas, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a une équipe qui a été créée, outils de déploiement. Cette équipe, elle est en charge de toutes les briques que je vous ai présentées sur la partie déploiement, donc les confs, enfin les jobs Jenkins, la partie SoulStack pour tout ce qui est provisioning, et l'intégration avec les librairies pour assurer la création des ressources. Donc c'est une équipe de 5 personnes qui derrière a permis de faire émerger un nouveau rôle côté projet, le rôle qu'on peut dire DevOps projet. Cette personne, en fait, elle est en charge de s'approprier l'outil et créer les configurations pour son projet. C'est cette personne qui est responsable de la mise en production du projet. L'équipe DevOps, forcément, elle a échangé avec la partie architecte exploitation et elle s'occupe aussi de former les administrateurs système qui précédemment réalisaient les MEP. Donc le résultat, c'est que à la suite de ça, côté projet, ils ont directement la capacité de faire leur mise en production. Les administrateurs système historiques sont capables aussi de réappliquer les dernières confs, de refaire un déploiement en cas d'incident. Et il y a toujours le lien vers le comité MEP qui est à la charge du chef de projet. S'il y a une mise à jour majeure d'une API, c'est au chef de projet A qu'incombe la responsabilité de faire la communication auprès du comité MEP pour qu'il y ait une synchronisation et s'assurer que mon changement d'API sur mon projet A n'a pas d'impact sur les projets qui m'appellent. La suite, c'est d'étendre ça, non plus seulement Amazon, mais la partie VMware machine physique.
Et il y a encore des discussions sur le rôle, sur le positionnement de cette équipe outil de déploiement qui, on le voit, devient transverse. Des discussions qui consistaient à mettre en place une brique au-dessus, architecture transverse, qui n'existait pas, et à inclure cette équipe dedans. En conclusion, ce qu'il faut retenir, la matrice d'analyse que je vous ai présentée, avec les différents volets financiers, techniques, organisationnels, c'est une matrice d'analyse qui s'appliquait dans le cadre d'Amazon, et qui s'applique aussi pour tout ce qui va être cloud, que ce soit infrastructure ou même conteneur de service, public ou privé. Dire demain, je vais déployer un cluster Kubernetes sur mon infrastructure on-premise, les mêmes questions se poseront. On le voit, il y a un sujet très fort avec le sujet d'automatisation des déploiements. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vos-mêmes sont faites à la main, vous ne tirez aucun gain de déployer du Kubernetes si derrière, vous n'avez pas un sujet d'automatisation de déploiement. C'est l'opportunité de revoir l'organisation. Là-dessus, il y a deux approches. Soit l'approche top-down, le DSI dit maintenant c'est comme ça. Personnellement, j'y crois pas. Ou bottom-up, c'est ce qui s'est passé ici. C'est-à-dire qu'on a fait un cas d'exemple avec un projet, ça s'est bien passé, et à la suite de ça, ça fait un écho et ça incite les autres projets à suivre ce mode de fonctionnement. Voilà. J'ai parlé vite, j'espère que j'ai été clair. Niveau temps, il nous reste il nous reste 5 minutes pour des questions. Oui. Alors attends, je vais passer le micro. On peut revenir à la slide sur l'équipe DevOps, enfin le projet avec DevOps. Oui, ça. Ouais. Et du coup, au niveau du coup de DevOps dans l'équipe projet. Donc ce rôle-là. Ouais. Du coup, son profil c'est quoi? C'est plus, enfin, il fait un peu des deux. Il est plus dev. Est-ce qu'il est plus ops? Est-ce qu'il fait partie du coup de l'équipe outil de déploiement ou est-ce que c'est vraiment une personne qui... C'est une personne qui est détachée, qui fait partie de l'équipe projet. Okay. En termes de compétences, là c'était un ancien développeur, mais qui sait ce qu'est un DHCP, qui sait configurer un serveur DHCP, un serveur DNS. Donc c'est un rôle DevOps. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait lire un code Scala, qui peut te dire ça va pas, mais c'est quelqu'un qui est aussi capable de te faire une conf système. Parce que du coup... C'est les profils qui sont vraiment similaires à ceux-là. Hein. Ok. Moi, du coup, j'ai une problématique, c'est que des profils comme ça... bon, après, moi, c'est ce que je trouve, hein, c'est un peu candide. Une personne qui sait vraiment développer, et puis une personne qui est vraiment ops, qui du coup connaît vraiment toutes les problématiques système et au niveau de déploiement. Du coup, je me dis... Alors, pour répondre à la question, là, côté outil de déploiement, là, il y a des vrais experts système. Il y a des... comment dire, on peut tous se dire, je sais configurer une machine, je vais créer un service et autres. J'ai un exemple là-dessus, une anecdote. Ils trouvaient qu'il y avait un problème avec les logs. Donc le log rotate, ils avaient changé le nice pour remettre en nice-20 de manière à ce que le log rotate prenne moins de temps. Très bien, mais au final, ta machine ne fait que faire une rotation sur les fichiers de log. Alors que la bonne approche, c'était de voir pourquoi ça loguait trop. Et tu vois, c'est un mauvais réflexe. C'est pour ça que c'est cette équipe qui est garante en fait des configurations. Le mode de fonctionnement qu'on a, c'est que lui, là, il est capable de faire une pull request sur le repo Git de configuration, mais c'est cette équipe-là qui au final le valide. Okay. Et qui est garante du fait que ça ne va pas détériorer ailleurs. Du coup, il y a un petit travers, c'est que cette équipe-là devient un peu point de contention. Est-ce que du coup, c'est pas un troisième silo? Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a gagné en termes de vivacité sur tout ce qui était déploiement. Autre question? Oui, là-bas. Ouais, tu dis que en fait, l'approche qui permet de faire tâche d'huile a bien marché. Quel est le biais pour basculer dans cette approche tâche d'huile? Parce qu'on sait que chez certains clients, on fait des projets qui sont très successful, mais mine de rien, si tu n'as pas un minimum de sponsorship pour remonter dans les crans, ça reste des projets à la marge et tu n'arrives pas vraiment à faire prendre la mayonnaise. Donc qu'est-ce qui, dans l'organisation, a fait vraiment que tu as pu répliquer le modèle? En fait, dans ce cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que la partie outils de déploiement et automatisation de déploiement, c'est un projet qui a été porté côté direction exploitation. C'est-à-dire que le responsable côté direction exploitation, si tu veux, lui, il se prend des baffes
C'est-à-dire que toute la journée, on lui dit « tes MEP, ça met trop de temps, tes gars, ils sont mauvais, ça se passe mal ». Donc lui, il s'est dit « ok, très bien, on va mettre en place le projet automatisation des déploiements ». Eux, ils étaient demandeurs, d'accord, mais ça a été initié vraiment côté prod. Et du coup, ça a fait écho, parce que ces rôles-là, c'est là où c'est le plus difficile, c'est qu'au final, on parle d'une équipe en termes d'admin système là, qui sont les astreintes et autres, on parle de 15 personnes, c'est un contrat cadre négocié sur 3 ans, et c'est au final ces profils-là qui sont les plus difficiles à faire évoluer. D'accord ? La mayonnaise, là, elle prend tout de suite. Là, tu leur dis, vous allez faire vos MEP, vous êtes responsable de votre appli. Bon, ils se posent un peu la question, parce qu'ils doivent organiser eux-mêmes les astreintes et autres, mais là, ça prend. C'est là-bas où ça freine le plus, quoi. Ok, bon, on va s'arrêter ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Alors contact, c'est pas moi, mais j'y ai accès. Et sinon, n'hésitez pas à m'interpeller. Voilà, je vous remercie.